Bienvenue de nouveau nos chers élèves de la classe de 3e année de l'enseignement secondaire, la section Sciences de la vie. Nous sommes dans le chapitre 9 de la partie du système nerveux concernant le document 6, les propriétés intégratrices des centres nerveux. C'est la deuxième partie de ce chapitre dans laquelle on va aborder le thème de l'intégration neuronale après qu'on a déjà tiré des informations à partir des types de synapses, surtout la synapse excitatrice et la synapse inhibitrice, qu'on va maintenant faire une petite révision. Premièrement, ça ce qu'on a besoin de connaître avant de commencer ce sujet, ce sont nos informations à partir du neurone et de ses parties, nos informations concernant le potentiel d'action et sa transmission dans les fibres nerveuses, que ce soit une fibre myélinisée ou bien une fibre non myélinisée. Cette fibre peut être une dendrite ou bien un axone, ou bien une fibre sensitive. On a besoin de connaître la stimulation qui peut aboutir expérimentalement, si elle est faite sur un axone, elle aboutit à un potentiel d'action qui se propage le long de l'axone vers la terminaison nerveuse. Et elle peut être réalisée sur des récepteurs sensoriels d'une façon expérimentale ou bien dans la vie quotidienne. Encore nos informations concernant la synapse et les étapes de la transmission du message nerveux dans la synapse. Vous pouvez vous référer à une vidéo précédente concernant ce thème. Les étapes concernent l'arrivée du potentiel d'action, l'exocytose des vésicules après l'entrée des ions Ca2+. Les neurotransmetteurs libérés se fixent sur les récepteurs postsynaptiques qui sont des canaux chimiques, des canaux chimiodépendants. Ces canaux peuvent être des canaux chimiodépendants à Na+. Dans ce cas, la synapse sera excitatrice car elle va faire rentrer les ions Na+ à l'intérieur de la membrane postsynaptique, ce qui va causer une diminution de l'électronégativité à l'intérieur de cette membrane et par suite à un PPSE qui va être plus proche du seuil de stimulation. Encore, si ces canaux sont des canaux à K+, ou bien des canaux à Cl-, ils causent une entrée des ions Cl-, ou bien une sortie des ions K+. Dans les deux cas, l'électronégativité à l'intérieur de cette membrane va être plus élevée, ce qui aboutit à une diminution de la différence du potentiel à l'intérieur de cette membrane et par conséquent, le potentiel sera plus éloigné du potentiel seuil de la stimulation de ce neurone. Ce sont les informations qu'on a prises et qui sont en relation avec les bases scientifiques de ce chapitre. Ensuite, on a parlé d'une petite situation dans laquelle cette fille est capable seulement de faire une fermeture de ses yeux lorsque deux stimulations sont dirigées contre elle, sont faites sur elle. Les deux stimulations sont le passage de la main devant ses yeux et encore l'émis d'un son. Si seulement l'une des sensations est faite, cette fille ne va pas faire une réaction, mais si les deux stimulations sont faites ensemble, cette fille va faire une réaction.
C'est comme cette fille reçoit un seul message vers un centre qui va être considéré dans ce cas comme un neurone, et dans ce cas, ce neurone qui va être considéré comme un centre, c'est une sorte de simplification des choses, car normalement le centre nerveux contient un grand nombre de corps cellulaires, mais un seul message ne va pas ne va pas aboutir à un message efférent par ce neurone. Encore, si le deuxième message est délivré seul, pas de message efférent, et si deux messages afférents, c'est-à-dire provenant à ce neurone, sont groupés ensemble, il y en a une réponse nerveuse qui va être transmise vers les yeux, les muscles des responsables à la fermeture des yeux de cette fille. Les types de synapses, selon leur fonction, sont, comme on a considéré dans cette simulation, ce sont la synapse excitatrice et la synapse inhibitrice. On va maintenant voir comment un message nerveux excitateur va aboutir à un PPSE qui est plus proche du potentiel seuil de stimulation, et une synapse excitatrice va aboutir à une hyperpolarisation ou bien un PPSI qui va être plus éloigné du seuil du potentiel seuil de stimulation de cette fibre. Mais que se passe-t-il lorsque ce neurone reçoit en même temps plusieurs messages nerveux à partir de plusieurs neurones? Que va-t-il passer? On peut réfléchir un peu à propos des charges qui sont créées par chacun des types de synapses, et on peut imaginer que les charges vont être d'une façon ou bien d'une autre, vont être regroupées ensemble. On va voir. Maintenant, dans cette simulation, on va observer qu'une synapse excitatrice seule aboutit à ce message, à ce PPSE dans la cellule postsynaptique. Il y a un autre message qui provient d'une autre fibre excitatrice et qui aboutit à un autre PPSE montré par cette ligne rouge. Mais que se passe-t-il lorsque deux messages proviennent en même temps? On va voir maintenant comment ce message seul va aboutir seulement à ce PPSE, mais les deux messages qui vont passer maintenant ensemble à l'intérieur de la cellule postsynaptique vont créer, comme vous êtes capable de voir, de regarder ce potentiel d'action qui est obtenu. Pourquoi on obtient un potentiel d'action dans ce cas? On peut imaginer que les deux PPSE qui sont obtenus premièrement, chacun seul, vont être groupés ensemble, et leur groupement aboutit à un PPSE d'amplitude plus élevée, ce qui est capable d'arriver au potentiel seuil de stimulation, ce qui lui permet de causer un potentiel d'action. Alors, un message nerveux est obtenu dans l'axone du neurone postsynaptique dans ce cas. Que peut-on nommer ce phénomène de regroupement? Scientifiquement, ce phénomène de regroupement de messages est dit un phénomène ou bien un processus de sommation. C'est une sommation nerveuse. La sommation est un terme qui peut indiquer une intégration, car l'intégration est un synonyme dans certains cas du terme sommation. Maintenant, la sommation des deux messages a abouti
a un message nerveux dans la cellule, dans l'axone de la cellule postsynaptique. C'est vrai ça? Maintenant, imaginez qu'on peut, après qu'on nomme cette sommation est une sommation, on la nomme spatiale, et on va expliquer pourquoi après un certain temps. Est-ce que cette sommation spatiale conduit-elle toujours à la création d'un message nerveux dans le neuron postsynaptique? Vous pouvez imaginer deux PPSE qui peuvent être additionnés ensemble sans pouvoir arriver au seuil. Par exemple, vous pouvez imaginer l'existence d'un PPSE et d'une autre direction, d'une autre fibre nerveuse, un PPSI. Les deux ensemble ne seront pas capables, dans certains cas, d'arriver au seuil de stimulation et à créer un message nerveux, n'est-ce pas? On va voir maintenant dans cette simulation que le message qui arrive de la fibre excitatrice avec un message arrivant de la fibre inhibitrice va aboutir à un PPSE plus faible. C'est normal, n'est-ce pas? Pourquoi c'est normal? Le PPSE, indiqué ici par la ligne rouge, est un peu plus faible du seuil de stimulation. Le PPSI est une variation dans le sens opposé. L'addition des deux variations de potentiel ensemble va donner, par soustraction des valeurs de leur amplitude, va donner un PPSE d'amplitude plus faible, ce qui lui empêche d'arriver au seuil et de provoquer alors un potentiel d'action dans la cellule postsynaptique. Est-ce que c'est une sommation spatiale encore? On va maintenant entrer dans la signification du terme. Le terme sommation spatiale indique quelque chose dans l'espace. C'est-à-dire que les messages nerveux ne proviennent pas de la même fibre nerveuse, mais ils proviennent chacun d'une fibre différente. C'est pourquoi que lorsque les deux fibres arrivent à ce motoneurone, on les considère comme des fibres d'origine différente dans l'espace. Alors, que ce soit excitatrice ou inhibitrice, la sommation des deux messages arrivant de fibres différentes va être considérée comme sommation spatiale. C'est pourquoi que dans ce cas encore, on va nommer cette sommation une sommation spatiale, même que si la sommation est faite pour deux fibres inhibitrices, deux fibres excitatrices, une excitatrice ou bien une inhibitrice, ça va être une sommation spatiale. Est-ce qu'il y a un autre type de sommation? Et si de nombreux messages sont reçus du même neurone, on va voir. Dans ce cas, lorsque deux messages arrivent du même neurone, ou bien plusieurs messages arrivent du même neurone. On va voir maintenant, de la part de la fibre excitatrice E2, on observe plusieurs messages arrivant et qui aboutissent par des sommations. On peut observer maintenant comment la sommation elle a abouti à des sommations des potentiels des PPSE qui sont différentes, n'est-ce pas? On va répéter maintenant. Plusieurs messages nerveux sont arrivés
de la fibre extractrice E2. Un, 2, 3, 4, 5 potentiels d'action. Et leur addition, vous pouvez observer sur l'oscilloscope comment il y a un PPSE et après un autre PPSE et après un autre PPSE, ce qui leur permet d'arriver au seuil et d'arriver et de faire un potentiel d'action. En réalité, les messages nerveux peuvent arriver, comme dans ce cas qui est maintenant juste montré par cette simulation, que l'arrivée de potentiels d'action d'origine différente va aboutir à un potentiel d'action et encore la sommation de plusieurs potentiels d'action d'une même origine va aboutir à un potentiel d'action. C'est la sommation temporelle. La sommation temporelle indique lorsque les potentiels d'action arrivent de la même fibre nerveuse. Et lorsque la sommation est faite pour des messages arrivant de différentes fibres nerveuses, elle va être une sommation spatiale. Donc, on a maintenant deux types de sommation. La sommation spatiale et la sommation temporelle. Dans la sommation spatiale, on a plusieurs fibres qui sont en activité et qui donnent des PPSE ou bien des PPSI qui vont être additionnés ensemble. Et dans la sommation temporelle, qui réfère à des stimulations arrivant aux motoneurones dans des temps différents. Temporel réfère au temps qui est différent entre l'arrivée des messages par la même fibre nerveuse. C'est pourquoi que la sommation temporelle va être considérée comme la sommation de plusieurs potentiels d'action d'une même fibre, mais à des temps différents. Mais en réalité, que se passe-t-il? En réalité, ce qui se passe, ce sont, comme on a vu dans cette simulation, et on va répéter cette observation, il y a des messages arrivant de plusieurs fibres nerveuses, et de chaque fibre nerveuse, on peut recevoir plusieurs potentiels d'action en même temps. Donc les deux sommations sont faites ensemble. Puisque les messages nerveux sont reçus de plusieurs fibres, c'est une sommation spatiale, et puisque chaque fibre reçoit, ou bien le neurone reçoit de chacune des fibres plusieurs potentiels d'action, alors c'est une sommation temporelle. Alors la sommation va être nommée une sommation spatio-temporelle. Revenons maintenant à la fille qui a fermé les yeux lorsqu'elle a reçu deux stimulations en même temps. Pourquoi? La sensation visuelle a donné un message nerveux et la sensation auditive a donné encore un autre message nerveux. Les deux messages arrivent ensemble vers un centre nerveux où les deux messages sont additionnés. Cette sommation est une sommation spatiale car les origines sont différentes. Et après qu'on connaît que chacun des messages est formé de plusieurs potentiels d'action, encore on peut dire que la sommation est temporelle dans le même temps. C'est pourquoi que chez cette fille, la sommation est une sommation spatio-temporelle qui a abouti à la formation d'un message nerveux efférent. Le centre reçoit deux messages afférents et aboutit après sommation. Et c'est ce qu'on appelle l'intégration neuronale. Le centre nerveux a réalisé l'intégration des deux messages afférents par sommation spatiale et temporelle, c'est-à-dire par sommation spatio-temporelle, et cette sommation a abouti à la formation d'un message efférent qui va être dirigé vers les organes effecteurs
et qui va causer une contraction musculaire des muscles qui sont responsables de la fermeture des yeux. Merci beaucoup à votre patience et on va, Inch'Allah, dans les séances qui vont arriver, on va faire des exercices à propos des synapses, des types de synapses excitatrices et inhibitrices, et encore à propos des sommations temporelles et spatiales et de l'intégration neuronale au niveau des centres nerveux. Au revoir.